Bonjour à toutes et à tous, Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans d'Entrée. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, une grande nouvelle a été annoncée en milieu de semaine, soit l'annulation du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Une entente entre les gouvernements du Canada et du Québec et de la Formule 1 a été conclue pour assurer le retour du Grand Prix de Formule 1 du Canada et sa prolongation jusqu'en 2031. Pour l'occasion, nous en avions profité pour parler avec Alain Bellumeur, qui est directeur général du musée Gilles Villeneuve, qui est une victime collatérale. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière a annoncé 3 nouveaux outils pour favoriser la mise en place de mesures en matière de mobilité durable. Nous en avons discuté avec Gabriel Meunier, qui est coordonnateur. Benoît Lortie, qui est directeur général de l'entreprise Aide à domicile d'Autrey ou ADA, est venu à nos studios pour parler de la nouvelle image de marque de l'entreprise, entre autres. Nous avons parlé à Marie Belle-Rose, qui est coordonnatrice à l'acoustique, pour le festival Grande Tribu qui aura lieu les 7 et 14 mai prochains. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, nous parle de la problématique de la quarantaine des travailleurs étrangers. La bibliothèque municipale Louise-Amélie Panette à Sainte-Mélanie a démarré un nouveau concept de bibliothèque de semences. Nous avons donc rencontré Ghislaine Beaufort, qui est coordonnatrice à la bibliothèque, et Louis-Félix Tessier de la ferme Résilience à ce sujet. On termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous. Merci, Mathieu. Alors, bonjour tout le monde. Mes salutations à tous les collègues. Dans un premier temps, je dois malheureusement vous confirmer que le Grand Prix de Formule 1 du Canada est à nouveau annulé cette année à cause de pandémie. Considérant la situation épidémiologique, les préoccupations exprimées par les entités de santé publique de Montréal, du Québec et du fédéral, notre gouvernement a pris la décision qui s'imposait. Malgré cela, c'est une autre nouvelle, en fait une bonne nouvelle, qui nous réunit aujourd'hui. Les retombées de cet événement d'envergure internationale sont très importantes pour Montréal et pour tout le Québec, de sorte que pour ma collègue Caroline Proulx et pour moi, il était essentiel de le maintenir. Peu d'événements attirent autant de touristes étrangers. Le Grand Prix offre aux yeux du monde entier une fenêtre extraordinaire pour la ville de Montréal. L'entente que nous avons conclue avec le gouvernement du Canada, la ville de Montréal, Tourisme Montréal et Formule 1 permet d'assurer la présentation de l'événement jusqu'en 2031, soit 2 années de plus que l'entente initiale. En plus, le Grand Prix aura lieu en 2022. Les partenaires de l'entente, les 2 gouvernements, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal, contribueront à la hauteur de 25 et 26 millions de dollars respectivement pour les droits des éditions 2030 et 2031. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada s'engagent également à faire la promotion de Montréal via les nombreuses plateformes de la F1 avec un montant de 5,5 millions pour les 3 prochaines années. Avec l'entente annoncée aujourd'hui, on assure la pérennité de cet événement majeur pour la métropole, malgré l'annulation des 2 éditions. Malgré le contexte, je me réjouis de ce dénouement positif qui a pu être possible grâce à la grande collaboration de tous les partenaires impliqués. On tient à ce que le Grand Prix reste à Montréal pour longtemps. On a pris les moyens pour s'en assurer. Merci. Plusieurs réunis aujourd'hui pour cette grande annonce conjointe et qui démontre, comme le mentionnaient Pierre et Mélanie, toute l'importance du Grand Prix pour Montréal, mais également pour le Québec. C'est une décision, en fait, la décision de tenir ou non l'événement était attendue et même si mon souhait aurait été de tenir le Grand Prix cette année, on en convient tous que la situation sanitaire imposait le choix de devoir annuler l'édition 2021 du Grand Prix de Formule 1 du Canada. En tant que ministre du Tourisme, responsable du Grand Prix de Formule 1, vous comprendrez que ma priorité numéro 1 était de m'assurer du retour de cet événement majeur l'an prochain et surtout, comme on l'a mentionné, la pérennité dans le futur. C'est donc dans cette optique que j'ai rapidement travaillé avec mon collègue Pierre Fitzgibbon pour transformer l'impact de cette annulation en opportunité qui se veut gagnante-gagnante pour tous les partenaires qui sont impliqués dans cette aventure.
On peut donc se réjouir de l'entente qui a été convenue, qui assure la tenue de l'événement pour 2 années supplémentaires, soit 2030-2031. Le Grand Prix du Canada, c'est l'événement sportif qui possède la plus grande incidence touristique à Montréal, au Québec et au Canada. C'est un grand rendez-vous annuel, tu le mentionnais, Mélanie, qui lance la saison touristique estivale, reconnue pour non seulement des retombées économiques, mais des retombées médiatiques qui sont très, très importantes pour la notoriété que le Grand Prix apporte non seulement à la métropole, mais également à la province et au pays. C'est une vitrine exceptionnelle. Durant la fin de semaine du Grand Prix, les yeux du monde entier se tournent vers Montréal avec tous ces points de vue magnifiques qu'offre la ville à partir du circuit Gilles Villeneuve. Chaque édition attire des foules importantes, soit plus de 100 000 spectateurs. Plus de 50 de ces spectateurs proviennent de l'extérieur du Québec. Les dépenses de ces touristes hors Québec, c'est de l'argent neuf qui est injecté directement dans notre économie. L'événement représente donc 60 millions de dollars en retombées, seulement en retombées touristiques. Les amateurs de F1 vont pouvoir vivre une nouvelle édition de ce rendez-vous hors du commun dès 2022. J'en suis très heureuse et on peut dire que c'est partie remise pour l'année prochaine. On a tous très, très hâte, évidemment, de profiter de nos activités qui font vibrer la destination du Québec et Montréal. Donc, j'invite tous les Québécois à encourager nos entreprises touristiques d'ici la prochaine édition du Grand Prix de Formule 1 de Montréal et du Canada. Bien évidemment, le Grand Prix, c'est l'événement touristique de l'année au Canada, mais l'annulation du Grand Prix a aussi des répercussions donc importantes sur le musée Gilles Villeneuve à Berthierville. C'est la 2e année qu'il n'y a pas de Grand Prix de suite. Fait que pour nous, au musée Gilles Villeneuve, c'est très problématique. Le Grand Prix, la semaine du Grand Prix du Canada à chaque année, et notre semaine est une semaine très achalandée. C'est la semaine normalement la plus internationale. On a souvent des équipes de télé qui viennent de d'autres pays, qui viennent faire des images au musée Gilles Villeneuve à Berthierville. Ces images-là se retrouvent ailleurs dans le monde, en Italie, en Angleterre, en France ou peu importe. Et depuis 2 ans, bien évidemment, on est privé de cette belle publicité-là et des retombées que ça peut emmener aussi. C'est évidemment aussi des visiteurs de l'étranger. Il y a des gens qui arrivent pour le Grand Prix normalement le lundi, le mardi. Il y en a qui partent le lundi ou le mardi après le Grand Prix. Fait que souvent, on a des visiteurs d'Angleterre, d'Italie ou peu importe qui viennent au musée. Évidemment, pour nous, c'est des mordus de Formule 1 qui nous visitent et c'est souvent des gens qui achètent beaucoup de souvenirs. Évidemment, ils veulent se souvenir de Gilles Villeneuve de cette époque-là. Et à ce moment-là, c'est intéressant pour nous. Fait que ça. On perd aussi des activités. Souvent, on loue une voiture de course à un hôtel dans le centre-ville de Montréal. C'est des retombées, de la visibilité aussi pour le musée. On n'a pas ça. Donc, ça, c'est tous des points problématiques. Évidemment, de toute façon, il y aurait eu un Grand Prix sans spectateurs. Ça n'aurait pas été bon non plus pour nous. On n'aurait pas pu en tirer quelque chose de positif vraiment. Là, il n'y en a pas. Bon, bien évidemment, on va bouger, mentionner aux gens qu'il n'y en a pas, mais qu'on existe, qu'on est là, qui peuvent nous aider. Et le positif, la seule chose positive, c'est qu'on s'assure maintenant, le Grand Prix n'est pas en danger et que c'est pour les 10 prochaines années. Il y a 2 ans de plus qui ont été ajoutés. Fait que c'est des années sur lesquelles on pourra travailler, l'équipe du musée, pour bâtir, continuer à bâtir la renommée du musée et faire parler de Gilles Villeneuve. Puis je pense qu'on est capable, là, on sait qu'il va être là, qu'il va être là, on peut bâtir là-dessus, continuer de bâtir là-dessus, préparer des idées, des projets, tout ça pour que ça soit le plus positif possible. Mais c'est quand même, avec la pandémie, c'est quand même spécial. C'est un événement international qui se passe à Montréal. Mais dans le fond, si on regarde toutes les retombées négatives que ça a, vu qu'il n'y a pas de Grand Prix à Montréal, évidemment, l'impact est majeur, les hôtels, etc.
mais ça va jusqu'à Berthierville. Là, c'est assez particulier parce que pour le musée Gilles Villeneuve, la semaine du Grand Prix du Canada, c'est la semaine pas la plus achalandée au niveau de l'achalandage des visiteurs normalement, mais c'est la semaine où notre rayonnement est le plus grand et le plus important. Le dernier outil qu'on a dévoilé dernièrement, c'est le lancement de nos 6 capsules sur la mobilité durable. Je pense que c'est ça aussi, vous vouliez qu'on détaille peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est des capsules qui ont été tournées l'automne dernier, Okay. avec la boîte de production Synopsis là, qui nous ont accompagnés là-dedans. Ça encore, c'est issu un peu de notre travail de concertation avec le milieu. Donc, on s'est dit, ça serait bien pour chacune des 6 MRC de la région de trouver une initiative là, qui est porteuse, qui peut en inspirer d'autres, puis vraiment de réaliser une capsule puis de mettre de l'avant cette initiative-là. Donc, c'est ce qu'on a fait là, avec 6 initiatives vraiment intéressantes dans la région. Puis, on a débuté le dévoilement de ces capsules-là là, à coup d'une par semaine, là, à chaque mercredi. Donc, on a débuté la semaine dernière. Il y en a une nouvelle qui est sortie là, tout juste aujourd'hui. Puis, on étire ça là, jusqu'au 19 mai à chaque mercredi. Ceux qui suivent nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, là, ils vont avoir accès à une nouvelle capsule. Là. OK. Parfait. Puis c'est ça, MRC d'Autrey, la capsule, me semble qu'elle est en mai. Je me demande si c'est pas la dernière, exact. Justement, ou une des dernières. Là. Exact. Donc, je voulais peut-être que je détaille un petit peu plus celle-là. Oui, vu que c'est notre MRC. Certainement. Donc, je dirais la majorité des capsules, on y est allé avec des exemples municipaux, que ce soit au niveau de la MRC ou d'une municipalité. Dans d'autres, on a décidé de faire les choses un peu différemment. On y est allé avec une entreprise sur votre territoire qui est vraiment très proactive en matière de mobilité durable. C'est l'entreprise d'Évolution qui est du côté de Lavaltrie. Okay. Donc, c'est une entreprise technologique qui s'est implantée en région, là, donc plutôt qu'être dans les grands centres, mais ils ont vraiment mis de l'avant plusieurs, en fait, c'est un bouquet d'initiatives qu'ils ont mis de l'avant. C'est pas juste installer un support à vélo ici, là, c'est vraiment dans la vision de l'entreprise d'offrir les meilleures conditions à leurs employés. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont installé des bornes électriques, ils en ont ajouté pratiquement, je pense qu'ils sont rendus à 13 bornes pour leurs employés. C'est quand même une grosse entreprise de plus d'une centaine d'employés, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont instauré ça tranquillement. Au début, ils ont commencé avec 2. Puis ils ont augmenté ça. Lors de leur agrandissement, ils ont installé des douches aussi pour ceux qui veulent faire du transport actif. Il y a possibilité d'avoir... ils ont des vélos, des trottinettes électriques en libre service pour leurs employés pour qu'ils puissent se déplacer sur l'heure du dîner, aller prendre le lunch, puis faciliter leur déplacement là, sur des courtes distances. Puis ils ont même fait l'acquisition de quelques maisons là, juste autour de l'entreprise pour permettre à des gens qui font des stages de pouvoir les héberger temporairement là, à leurs frais. Donc, ils ont vraiment été très proactifs de ce côté-là. Ce qui est bien intéressant, là, c'est un peu leur vision, ça a été de commencer petit, là, de toujours voir ça serait quoi la meilleure initiative, comment est-ce qu'on pourrait la déployer pour notre entreprise. Puis on trouve que c'est une initiative qui gagnait à être reconnue, en fait. Puis espérons-le, là, ça va inspirer d'autres entreprises et d'autres employeurs de la région là, à commencer petit puis à commencer à mettre de l'avant certaines initiatives. Cette capsule-là va être lancée officiellement, là, ça c'est le 19 mai, donc c'est celle qui vient clore notre série. Donc on va inviter les gens à venir la regarder à ce moment-là, là, comme je disais, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, là, où on les dépose une par semaine. Parfait, oui, c'est ça. Puis on va inviter aussi les gens à toutes les visionner parce que je veux pas, c'est tout important pour la région de la Naudière. Là, ça reste des belles initiatives. Effectivement, puis c'est un peu comme ça qu'on le campe. Là. Oui, il y en a une par région, mais le but, c'est vraiment de les faire connaître puis de propager ça le plus largement possible puis de les faire rayonner. Puis c'est comme ça qu'on va peut-être en inspirer d'autres à poser des gestes similaires. Oui, c'est ça, exact. Des fois, les gens ne savent pas trop par quoi commencer. Fait que ça peut donner une bonne idée de quoi faire. Puis, Effectivement, puis je vous dirais que c'est très complémentaire aussi avec notre boîte à outils, là, où on a des exemples d'actions vraiment à tous les niveaux. Donc, si on veut commencer quelque part, mais ça peut être une très bonne ressource. Là,
ça, c'est mobilitédurablelanaudière.ca. Donc, on arrive là, sur une plateforme interactive, puis on a juste à rentrer quelques critères, puis on va nous sortir les fiches qui répondent le mieux à nos besoins, ce qu'on aimerait développer. Puis ça va être de voir si on va chercher davantage de ressources ou si on s'inspire des exemples que nous, on a mis de l'avant. Fait que ça peut être une très bonne façon de débuter, je dirais, ces deux outils-là, tant les capsules que la boîte à outils. Aujourd'hui, pour notre capsule La mobilité durable, ça me branche, un sujet qui me passionne particulièrement, l'électrification des transports. Dirigeons-nous à Sainte-Julienne, dans la MRC de Montcalm, où une entreprise de taxi a fait l'acquisition d'un véhicule électrique, un ajout important pour le transport collectif durable. Marc-André Avoine, directeur du service des transports, et Pierre Lassalle, ex-préfet de la MRC, nous en diront plus. Notre projet à la MRC de Montcalm, c'est qu'on offre du transport adapté et du transport collectif depuis plusieurs années. Pour offrir ce service-là, on doit faire appel à différents fournisseurs. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, pour la mobilité durable, on a un de nos fournisseurs de taxi, Taxi Richard Rodrigue, qui est à Saint-Calix, qui a procédé à l'achat d'un taxi entièrement électrique pour offrir le service. À ça, il y avait assurément les bonnes raisons. Premièrement, vous comprendrez que sur le plan financier, c'est une économie d'essence qui est non négligeable. Deuxièmement, concernant le confort des passagers, compte tenu du bruit intérieur de la voiture, une voiture électrique, c'est sans bruit. Donc, encore là, il y avait un avantage. Et je ne vous cacherai pas que l'image environnementale d'une voiture électrique pour une entreprise de taxi est aussi très importante. Évidemment, c'est pour nous des retombées absolument positives. Quand on parle de véhicules silencieux, on réduit notre empreinte carbone ou gaz à effet de serre. C'est une situation gagnante. Le transport collectif est déjà un service qui contribue à une réduction des GES. Puis là, on pousse encore plus loin. C'est une volonté du Conseil d'offrir de plus en plus des véhicules électriques pour offrir le service de transport collectif. Donc, c'est que du positif pour nous. Aujourd'hui, pour notre capsule La mobilité durable, ça me branche, allons faire un tour du côté de l'Assomption, dans la MRC du même nom, où la Ville a misé sur une stratégie gagnante pour favoriser à la fois la pratique du vélo et pour dynamiser son centre-ville. Pierre-Étienne Thériault, conseiller municipal, nous présente le projet Espace Vélo. Donc, le projet d'Espace Vélo, il nous est venu, dans le fond, d'une idée de faire de l'Assomption une espèce de plaque tournante du vélo, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, puis même provincial. On veut faire la promotion des saines habitudes de vie et du transport actif. Dans le fond, grosso modo, les espaces vélos, c'est 3 espaces de stationnement qu'on a au centre-ville, qui sont bien identifiés, bien aménagés, de façon sécuritaire, pour accueillir les cyclistes, les amateurs de vélo du 1er mai au 1er septembre. Donc, ce qui nous a incité à la Ville de l'Assomption pour mettre en place ces espaces vélos-là, dans le fond, d'une part, pour nos propres citoyens, on veut faire la promotion du transport actif, de leur donner un accès au centre-ville, un endroit sécuritaire pour déposer les vélos, visiter nos commerçants, vivre la vie du centre-ville. Et d'autre part, pour les gens de l'extérieur, c'est de faire la promotion du cyclisme d'un jour, de devenir vraiment une destination de choix pour cette activité précise-là. Donc, comme dans tout projet, il y a des défis. Les nôtres ont surtout été au niveau de la logistique et au niveau de la suppression des cases de stationnement. Ça crée un certain mécontentement au début, mais très rapidement, on a eu une belle collaboration des gens. Finalement, les gens étaient contents, nos commerçants étaient contents, ils ont vu plus de monde. Les casiers nos espaces vélos, finalement, ont été très utilisés, surtout la fin de semaine. Et puis, tout ça cadre parfaitement avec notre nouvelle politique de l'environnement qui fait bien des heureux chez nous. Aujourd'hui, pour notre capsule La mobilité durable, ça me branche, on va faire les choses un peu différemment. Passons du monde municipal au monde entrepreneurial avec une entreprise qui propose une panoplie d'initiatives en mobilité durable pour le bonheur de ses employés. Alors allons de ce pas à Lavaltrie, dans la MRC de Dautré, rejoindre David Hervieux, fondateur et président-directeur général de Dévolution. Notre projet de mobilité durable était composé de 4 éléments. Il y avait premièrement des bornes électriques qu'on a installées un petit peu partout chez Dévolution. On avait commencé avec quelques bornes et puis au fur et à mesure, on en a ajouté.
Ensuite, dans les débuts de nos premières rénovations, on a installé des douches pour que les gens puissent venir à pied ou en vélo ou pouvoir en même temps avoir une hygiène corporelle s'il ne fait pas beau ou s'ils décident de courir. Ensuite, on a décidé d'acheter des maisons à proximité pour permettre aux gens qui soit viennent faire un stage ou soit restent loin, puissent avoir un endroit où loger. La quatrième aussi, c'était dans le fond des trottinettes et des vélos libres pour permettre aux gens de pouvoir aller faire leur petite commission ou juste se promener dans les heures de repos afin de changer un petit peu d'air. Chez L'évolution, la plus grosse retombée du projet de mobilité durable, c'est vraiment la satisfaction des employés qui ont vu qu'on prenait à cœur leurs demandes et le respect de l'environnement aussi. C'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Puis de montrer qu'on est à l'écoute de leurs besoins, c'est vraiment intéressant pour la rétention, pour profiter en même temps des bénéfices de la borne électrique, des voitures électriques. C'est vraiment une composante de premier plan pour eux autres. Donc, en fait, vous avez annoncé 3 nouveaux outils pour favoriser la mise en place des mesures en matière de mobilité durable dans la région de Lanaudière. Donc, pouvez-vous me parler un peu de ces 3 outils-là? Certainement. Donc, en fait, depuis quelques années déjà, là, on a la plateforme Embarque Lanaudière, qui à la base voulait être une plateforme de covoiturage pour la région. Avec notre travail de concertation avec les MRC, là, rapidement, on a élargi ça à tout ce qui était alternative à l'auto solo. Donc, on a inclus sur cette plateforme interactive-là tout ce qui est transport collectif, transport actif, transport adapté, électrification et transport. Ce qu'on a dévoilé, en fait, le 6 avril dernier, lors de notre forum là, sur la mobilité durable, c'est un peu les nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Donc, maintenant, il y a possibilité d'avoir un planificateur de trajet, donc quelque chose qu'on retrouve là, un peu comme sur Google Maps, là, donc on marque un point A, un point B, puis on voit les différentes alternatives possibles. Okay. Puis on a aussi implanté, là, grâce à nos collègues d'un autre conseil régional de l'environnement, là, donc on travaille beaucoup en collaboration. Donc en Estrie, ils ont développé un agrégateur qu'on appelle, donc plutôt que de faire référence à une seule plateforme de covoiturage, maintenant ça nous permet d'en avoir 4 qui apparaissent là, à même notre plateforme. Donc, ça permet d'avoir les résultats de ces 4 plateformes-là. Donc, d'être plus efficace, d'avoir plus de possibilités de covoitureurs, puis plus d'offres pour les passagers. Donc, c'est des nouveautés qui ont été intégrées à cette plateforme-là. Donc, c'est peut-être le premier outil. Puis, ce qu'on souhaite pousser aussi, là, c'est d'afficher sur cette carte-là les employeurs proactifs dans la région. Là, on va y revenir un peu plus tard là, dans les bons coups qu'on présente, mais c'est toujours important pour nous de bien mettre en valeur ce qui se fait bien dans la région, puis de donner un peu l'avant-scène à des initiatives inspirantes. Donc, c'est le premier outil. Oui. Le deuxième outil, c'est en fait une plateforme web qu'on a lancée, là, encore une fois, pendant ce forum-là. Donc, c'est une boîte à outils sur la mobilité durable. Okay. Donc, vraiment une boîte à outils qui s'adresse, je dirais, principalement aux entreprises, aux municipalités, aux employeurs, en fait, de la région qui souhaitent soit offrir des meilleurs services ou de mettre de l'avant des nouvelles actions en matière de mobilité durable. Donc, encore une fois, là, on a développé plusieurs outils là, de concert avec le milieu ces dernières années. Donc, on a fait une tournée régionale des 6 MRC de la région pour aller consulter, pour aller construire cette boîte à outils-là avec le milieu, puis de bien répondre aux besoins. Donc, on a plusieurs catégories là-dedans. Donc, encore une fois, on parle de transport actif, de transport collectif, d'électrification des transports. Le but de cette boîte à outils, c'est de rendre ça très concret. Donc, on vient présenter, on a 14 fiches qu'on a développées. Sur chacune de ces fiches-là, mais on indique un peu c'est quoi l'action qu'on propose, c'est quoi un peu la marche à suivre pour la réaliser, c'est les avantages. Mais on a toujours aussi, on trouve que c'est très important de donner des exemples concrets. Donc, pas seulement y aller de manière théorique, voilà ce que c'est d'implanter, je dirais, des installations, disons, pour favoriser le transport actif dans vos bureaux, mais concrètement, oui, installer des douches, installer des supports à vélo, mais voici une entreprise de la région qui le fait, les impacts positifs que ça a eu sur ses employés, puis en même temps, éventuellement, des ressources complémentaires si vous voulez aller plus loin.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Oui, donc on est ici pour parler justement de l'organisme Aide domicile d'Autrey. Donc, comment ça s'est passé pendant la pandémie? Là, présentement, on est encore dedans, là, mais comment ça? Bon, je vais le dire, on s'en est très bien sortis. On a eu des événements durs au début, avec les mises en place des restrictions de la part du gouvernement, puis ce qui était tout à fait normal. On attaquait un ennemi invisible, puis il fallait trouver les manières que ça fasse le moins de dégâts possible. Fait que de notre côté, bien, on est obligé d'arrêter les services non essentiels, qui étaient surtout les services d'entretien ménager, de la période du 19 mars au 15 juin. Que, malheureusement, on avait été obligé de mettre des employés à pied. On en a mis une trentaine à pied. Mais les services essentiels, comme l'aide au repas, préparation de repas, l'aide aux soins personnels, tout ça, on a pu continuer en mettant en place des procédures pour respecter tout ce qui était au niveau sanitaire. Fait qu'on a fait beaucoup d'achats, puis grâce au CLSC, puis le CIS, c'est la Nodière qui nous rembourse ces produits-là. Il a fallu faire l'achat de masques, de gants, de purelles ou tout désinfectant en main, tout ça, mettre en place des techniques de travail qu'on ne mettait pas en place avant pour s'assurer que tout le monde était protégé, autant les préposés que les utilisateurs de services. Mais ça n'a pas été facile, mais on a passé à travers. J'ai vu justement qu'il y avait... Vous faites des préparations de repas à domicile, fait que c'est sûr que là, il faut protection supplémentaire pour être sûr que tout est beau. Tout à fait. Tout est fait en mesure de se protéger et de protéger l'utilisateur. Puis là, il y a eu aussi un sondage léger qui a démontré que justement les organismes ou les entreprises qui font du service d'aide alimentaire sont peu connus. Donc, c'est pourtant essentiel comme service. Donc, pouvez-vous parler un peu de ce sondage-là? C'est ça, c'est pas juste les services alimentaires, c'est vraiment les soins à domicile ou l'aide à domicile. Le sondage léger démontre que, premièrement, nos services sont encore trop inconnus. Nous, ça fait 22 ans qu'on est là. Puis, il faut encore faire beaucoup de promotion de nos services. Une personne sur 4 au Québec n'est pas au courant, n'est pas assez au courant de ce qu'ils peuvent recevoir à domicile comme service. Fait que c'est encore étrange avec tout. On parle qu'on est dans un ère de communication, mais on a encore beaucoup de promotions à faire. Puis le sondage léger de la firme Léger démontre aussi que la pandémie aurait été mieux traversée ou mieux... Il y aurait eu moins d'impact négatif sur les personnes âgées si on avait pu avoir encore plus de services d'aide à domicile aussi. Il y a même des gériatres connus, anciens ministres de la Santé sur le gouvernement Marois, qui fait la promotion des services d'aide à domicile pour éviter que les gens qui sont encore assez en forme puissent rester à domicile le plus longtemps possible pour pouvoir... Puis d'avoir ces services-là, qu'on mette plus d'emphase sur ces services-là. Aide ménagère, ça veut dire l'entretien ménager, préparation de repas, répit. Beaucoup d'aidants naturels aussi, à un moment donné, deviennent épuisés parce qu'ils ont besoin de ce support-là. Fait qu'on est là pour ça. Puis la pandémie a démontré ça, puis le sondage a démontré que les gens ne connaissent pas encore assez ces services-là. Mais souvent, les gens nous associent à la coop d'Autrey. C'était notre ancien nom. Oui, c'est vrai, le changement. Juste pour que les gens ne disent pas, bien, as-tu changé de place, es-tu rendu ailleurs? Non, je suis toujours au même endroit, mais maintenant, on a décidé d'appeler ça l'aide à domicile d'Autrey. Un nom plus simple à retenir que le nom officiel qui était Coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autrey. Fait qu'ADA se dit bien aussi, fait qu'aide à domicile d'Autrey. Les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, peuvent aller consulter notre site Internet avec www.addautrey.com. Puis, ils vont avoir des informations, des tarifs. Ils vont pouvoir voir aussi s'il y en a qui cherchent un emploi. On est toujours à la recherche d'employés.
Fait que sur le site Internet, ils peuvent avoir toutes les informations là, des services disponibles, quelle localité on dessert. Puis on en a profité aussi en temps de pandémie avec la période un peu plus calme, là, avec les fermetures des services non essentiels. Bien, on a rajeuni aussi l'image de notre bureau. On a fait la rénovation extérieure pour protéger notre bien. La bâtisse nous appartient, fait qu'il faut le protéger, c'est un investissement. Puis à l'intérieur aussi, grâce à l'aide de la Caisse d'Autrey, qui ont investi, on a eu une subvention qui nous a permis à l'intérieur de nos bureaux d'être plus sécuritaires, justement à cause de la pandémie. Fait qu'on a pu faire l'installation et l'achat de matériel pour qu'on soit protégé. La rénovation intérieure des bureaux aussi nous permet d'avoir des bureaux fermés, fait qu'on peut travailler sans masque à l'intérieur du bureau quand on est seul dans notre bureau. Puis on a le fait de la façon qu'on a cloisonné aussi à l'intérieur, bien, ça nous donne plus de confidentialité quand des gens arrivent. On a un bel accueil, un beau poste de réception qui permet aux gens d'attendre là le temps qu'on puisse les accueillir dans nos bureaux. Puis il y a une confidentialité en ayant des portes fermées, tout ça. Puis c'est surtout au niveau de la protection qu'on le fait là, pour... La pandémie est encore là. Grande Tribu va avoir lieu les vendredis 7 et 14 mai prochains. D'abord, qu'est-ce que le festival Grande Tribu? Bien, en fait, le festival Grande Tribu, c'est un festival qui vise à mettre en lumière les artistes émergents et on se fait aussi un point d'honneur de les mettre en valeur dans nos bâtiments patrimoniaux à Mascouche et à Terrebonne. Donc, normalement, quand on fait une version en live avec du vrai monde, on est déployé sur le site de Mascouche, dans le fond, dans des commerces locaux qui sont dans des maisons ancestrales ou encore dans le noyau institutionnel de Mascouche, donc l'église, tout le quartier de l'église avec les garages du curé, avec la salle du conseil de Mascouche aussi également, qui font partie de nos salles de spectacle. Puis sinon, on a le pendant concours, qui est le concours du qualité, qui lui se déroule au théâtre du Terrebonne, dans le 20e Terrebonne aussi. Comme là, cette année, pour la deuxième année de suite, on est en ligne virtuelle, on a décidé d'aller donner un peu de lumière à nos commerces locaux. Donc, ceux qui se sont installés dans le noyau villageois sur la rue Sainte-Marie, donc on en a 3 là, cette année qui sont qu'on met en valeur, c'est-à-dire le Masquois, qui est un café vegan, la microbrasserie l'Albatros, qui est le petit pub du coin, là, c'est vraiment notre pub de village, c'est vraiment super sympathique comme endroit. Puis il y a également la ville, qui est un café bistrot-boulangerie. Donc, tous ces commerces-là sont super accueillants. Puis c'est ça, c'est notre façon à nous de mettre aussi en lumière des artistes émergents. Puis ce qu'on veut aussi particulièrement, c'est de faire des découvertes publiques, ce qui fait qu'on y va vraiment dans des créneaux super divergents. Donc, on essaie d'avoir une programmation éclatée avec un paquet de styles musicaux différents. L'idée, c'est vraiment d'amener le public, un public plus rock à écouter de la musique trap, un public plus rap à écouter de la musique étonnante. Parfait. C'est là-dedans qu'on arrive. Parfait. Puis là, justement, bon, cette année, c'est virtuel, on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir de rassemblement. Comment ça se passe, justement, le vendredi 7 et le 14 mai pour suivre les spectacles, les artistes qui vont être là? Super simple, juste à suivre la page du Festival Grande Tribu, l'événement Festival Grande Tribu 2021. Dans le fond, à partir de 19h30, les gens vont avoir accès à la programmation en live, à peu près 2 heures de musique à chacun des vendredis. Parfait. Puis est-ce que c'est combien ça coûte pour... C'est gratuit. Ah, bon, excellent. C'est gratuit, donc c'est ça, l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible, de rendre aux artistes émergents, puis qui veulent en faire un métier, en fait, qui sont sur le bord d'en faire vraiment un métier, ou de vraiment avoir une super plateforme, puis en ayant ça gratuit, ben justement, ça permet à tout le monde de venir faire son cours, puis de faire des super découvertes. Parce que cette année, on a vraiment on va chaque année la meilleure programmation, mais cette année encore, là.
Mais ça, pouvez-vous me parler un peu justement de la programmation, des artistes? Oui, absolument. Puis là, cette année, on fait quelque chose d'un petit peu nouveau avec notre partenaire, la Passion Miguel. On va avoir un accord bière-spectacle. OK. Donc, à chacun des spectacles, à chacun des artistes, il y a une bière qui est comme en vedette, si on veut. OK. Puis on a fait des accords, là, on les a bien vissés. Donc, le 7 mai, il va y avoir Pascal Leblanc qui fait de la musique du monde métis, haïtien, québécois. C'est vraiment super trippant. On a Marie Léonard aussi qui va suivre, qui elle a été découverte à la voix, entre autres. Elle a une voix folk super chaleureuse. Ensuite, on poursuit avec Kiroak Kodakino qui font du rap, qui sont tellement sympathiques. Ces deux garçons-là, ensemble, ça s'écoute de soi. Là. On pogne la maille, comme on dit. Puis on termine la soirée, la première soirée du festival avec la petite veillée de la Grande Tribu. Okay. Ça, c'est un projet de notre. C'est aussi un projet qui est en collaboration avec la Société d'histoire de Mascouche, qui travaille sous le même chapeau de la sonore que moi à l'acoustique. Donc, c'est ça, on présente dans le fond des gens, il va y avoir Yael Assoupé qui est calleuse, qui va aider les gens là, à danser dans leur salon. Elle est accompagnée du groupe Le Trad qui fait de la musique trad, qui nous démontre à quel point le trad, c'est pas vieillot. Ils ont vraiment une super couleur, là, puis c'est ça, c'est des jeunes qui font du trad, c'est vraiment. Fait que ça, c'est notre première soirée le vendredi 17. Le 14 mai, on va avoir, on ouvre la soirée avec Arca, qui est un groupe montréalais. Pour ceux qui connaissent le projet Poulet de neige, en fait, c'est Arca, c'est l'instigateur Pierre-Alexandre, c'est l'instigateur du projet Poulet de neige. En fait, les gens pouvaient à l'époque aller recevoir une panoplie d'artistes émergents, de séries d'artistes émergents via cette plateforme-là. Après Bardo, on a The Swindlers. Fait que là, on s'en va swinguer à l'irlandaise un peu. Okay. C'est un band qui est issu des pubs irlandais de Montréal, là, qui fait de la musique un peu trad aussi avec le québécois, c'est un peu mélangé. C'est vraiment très bon, puis ça, c'est sûr que les gens vont. C'est sûr que les gens vont se lever et vont danser minimalement à côté du pied, il doit s'en sortir. On est aussi super content d'avoir Jay Scott qui va être là. Jay Scott qui se forge une super place dans le monde du hip-hop en ce moment, qui fait aussi un peu du folk, tout ça mélangé, mais là, il est accompagné de sa guitare pour l'occasion. Et on termine la soirée avec Mademoiselle Ruiz, qui fait une musique qui est d'origine mexicaine, qui fait une musique un peu endiablée, mais c'est en même temps super dansant, ça donne de la chaleur. C'est chaud, c'est festif, c'est coloré, mais en même temps, c'est super envoûtant. Fait que plein de mystères pendant sa performance, ça va vraiment être super. Puis on a l'immense chance d'avoir Gaël Condouin à l'animation. Fait qu'on est super contents qu'ils viennent nous faire un paquet de live pendant les performances. Exact. Puis en ce moment, dont un qui se passe sur TikTok. Okay. Donc, il y a un défi de gigue avec Yael Assoupé, justement. Fait que ça leur tente d'aller voir la page de Festival sur TikTok puis de participer au concours de gigue. On a bien hâte de voir les gens giguer. Je vais vous parler en toute honnêteté, là, c'est le bordel complet. En fait, le gouvernement fédéral, encore une fois, a donné un contrat très rapidement. Moi, je serais curieux de là. On va faire des recherches, on va regarder c'est qui cette entreprise-là, qui s'appelle Switch Health, qui est une entreprise ontarienne, qui est engagée pour offrir les tests, les services pour le test de la COVID au 10e jour. Okay. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travailleur étranger, avant de partir de son pays, il a subi un test qui devait être négatif. Quand il arrive à l'aéroport, il y a les laboratoires Biron qui sont sur place, qui effectuent un test qui, lui, se passe super bien, parce qu'il y a des spécialistes qui sont là pour le faire, et les producteurs me disent de façon unanime qu'ils reçoivent les tests, les résultats, dans les 2-3 jours, c'est parfait. Okay. Après ça, on a 14 jours de quarantaine à faire quand même, malgré un test négatif. Au 10e jour, on exige un autre test. Okay. C'est celui-là qui est problématique. Parce que le travailleur, il est parti avec son petit kit. Quand il a quitté l'aéroport, on lui a donné son petit kit pour faire son test au 10e jour.
Je ne sais pas, parmi les auditeurs, quels sont ceux qui ont déjà subi un test, je dis subi, hein? C'est un mot bien choisi, subi un test de COVID. Moi, c'est clair que j'aurais bien de la misère à me rentrer ça creux de même dans le nez. Déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand on appelle, ils doivent appeler pour être supervisés à distance, par vidéoconférence. Et là, les gens ne sont pas capables d'avoir la ligne. Puis quand ils ont une ligne, ben, les gens parlent seulement en anglais. Au Québec, on se peut parler en français. On n'est pas capable d'offrir. C'est des heures. Le producteur que j'ai parlé ce matin, 14 heures d'attente en ligne. Au total, sur 2 jours, parce qu'il a fallu qu'il abandonne à un moment donné. Et quand on arrive à l'infirmière, ben, il y a une langue anglophone. Fait que là, le producteur agricole, qui lui n'est pas supposé être avec ses travailleurs parce qu'eux sont en quarantaine, il est obligé d'être là pour l'assister, parce que lui, il parle espagnol. Déjà, ça ne marche pas. Et là, il faut envoyer ça par Purolator. Et pour le livrer à Purolator, une nouvelle information que j'ai eue ce matin, ça a l'air qu'il faut que ce soit un taxi d'Uber. Puis quand il y a un producteur qui est allé le mener chez Purolator, on a refusé son test. C'est pas de même tout le temps, là. Mais j'ai plein d'histoires rocambolesques. Et on n'a pas de ressources pour faire les tests. Puis en parallèle de ça, tout ce qu'on a comme ressources, c'est des inspections qui se font de façon un peu cavalière, où on interdit que les travailleurs étrangers prennent l'air autour de la maison. C'est une maison dans un champ, ou qu'ils restent dans la maison pendant 14 jours. On ne demande pas ça à personne ici. On n'est pas en train de dire qu'il faut réduire les sécurités, là, les précautions, c'est important qu'on fasse des quarantaines convenables. Mais on peut être raisonnable. Puis on peut-tu permettre aux gens d'aller se faire tester dans les tests de prélèvement standard? Un Québécois qui a des symptômes de COVID, il va y aller. On peut s'organiser, faire ça de façon sécuritaire. Est-ce qu'on peut permettre à un producteur agricole d'engager une infirmière qui va venir faire les tests sur place? Il me semble que je vous dis ça, puis vous haussez les épaules, vous dites, ben oui, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Il faut que ce soit Switch Health qui contrôle ça. C'est le bordel total et il n'y a pas assez de ressources. Voilà. Et on est là-dedans, puis on pilonne, on est en chambre toute la semaine dernière, encore cette semaine, on pilonne le gouvernement avec ça chaque jour. Puis on n'a pas de réponse convenable, à part des réponses vagues qui nous disent qu'ils sont conscients du problème et qu'ils regardent à ajouter des ressources. Mais ça fait longtemps qu'ils regardent, il faudrait qu'ils commencent à bouger. Oui, c'est ça. Voilà. Puis on va tomber dans la période où, effectivement, l'été s'en vient. C'est comme là qu'on a besoin. Là. Un autre facteur important, c'est qu'il y a peu de travailleurs étrangers d'arrivée. On n'est pas dans le gros de la période. Puis en plus, cette même compagnie-là, SwitchUp, ils sont responsables de l'administration des tests de tout le monde qui revient de l'extérieur. Les snowbirds et ainsi de suite. Fait qu'imaginez-vous que ça se met à rentrer, là. Voilà. On est là-dedans. Prévoyez de nouvelles sorties dans les prochains jours, c'est clair. Parfait, parfait. On va garder un petit bout. Parce qu'on ne laissera pas tomber nos producteurs, puis il faut être conscient que ces gens-là, ils viennent ici, c'est pour aider à nourrir les Québécoises et les Québécois aussi. Hein. Il faudrait se rappeler de ça de temps en temps. C'est pas juste une menace, c'est des gens qui viennent assurer la souveraineté alimentaire, des termes qui sont très à la mode. Ils sont à la mode quand ça fait notre affaire. Un des aspects intéressants de cultiver des semences localement dans une communauté, dans un endroit géographique, c'est que les semences, à travers les générations des plantes, s'adaptent tranquillement aux conditions climatiques de l'endroit. Donc, que ce soit le sol sablonneux d'une partie de Sainte-Mélanie, que ce soit la zone climatique, donc la zone de rusticité, l'exposition même au vent, tout ça, on fait en sorte que les plantes vont être de plus en plus adaptées à notre région. Ça, c'est pas nouveau. Mais le fait de développer en communauté très, très proche des semences qui ont été cultivées dans la même communauté, ça fait en sorte que si je prends les semences cultivées par ma voisine Rosemary, par exemple, ils ont une acclimatation au niveau des générations qui est très, très semblable. Donc, il y a plus de chances qu'elles fonctionnent bien dans le genre de milieu dans lequel je vais les faire pousser, comparé à une semence, même biologique, mais par exemple, qui a été développée en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis. Donc ça, il y a un aspect de résilience locale encore plus intéressant à ce niveau-là. Mais ensuite de ça, nous, ce qu'on encourage les gens à faire, c'est ouvert à tous les gens de la Naudière, c'est que autant des jardiniers passionnés et qui ont 10 ans d'expérience, qui collectent depuis longtemps des semences, qui en ont énormément, et ils peuvent venir en porter également, en offrir. C'est pas nécessairement ceux qui empruntent qui viennent en donner. Donc, on se dit qu'il y a une part de semences qui peut arriver d'une main, puis
c'est d'autres qui les empruntent. Et ceux qui les empruntent ne vont peut-être pas nécessairement récolter des semences cet automne, mais c'est tout ce bel échange-là. Ouais. Et de venir à la bibliothèque, ça crée des liens et on partage un peu nos connaissances sur le jardinage aussi. Donc, moi, ce que j'ai vu à date, il y a au moins une trentaine de personnes qui sont venues chercher une cinquantaine de sachets de semences. Puis, ça jasait dans la bibliothèque là, de toutes sortes de choses là, sur les fleurs, sur comment les faire pousser, vraiment comment les semis sont différents, que ce soit des fleurs, des fruits, des légumes. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis les enfants aussi écoutent ça, entendent ça. Puis je pense que c'est un plus dans une communauté. Moi, je jardine depuis une quinzaine d'années. Puis je trouve ça agréable de partager cette passion-là aussi dans mon milieu de travail. Autant, Justine, tu mentionnais la Nodière en entier. En effet, ça s'adresse aux gens de Mélanie, mais le but, c'était de rayonner aussi. Ça peut rayonner. Il y a d'autres gens, des gens de la Nodière, de d'autres endroits dans la Nodière ailleurs qui peuvent venir. C'est certain qu'il y a un côté de la cadre au projet. Donc, s'il y en a qui veulent venir voir à la bibliothèque, bienvenue. S'il y en a qui veulent s'inspirer ou discuter avec nous, on est super ouvert à partager. On a déjà développé certains outils pour la gestion. Donc, ça me ferait plaisir d'en discuter avec d'autres communautés dans la Nodière. Puis, à ceux de Sainte-Mélanie, je dirais, ceux qui sont intéressés à s'impliquer plus profondément dans le projet, je dirais bienvenue, partager des semences, d'autres idées, peut-être même d'autres projets autour de la bibliothèque de semences. Mentionner les jardins collectifs, ça peut être le genre de projet autour d'une bibliothèque de semences qui, bon, comme je disais, on l'avait mentionné oui, ça germe, mais ça grandit. Puis ça peut être un mouvement, là, ça peut être un mouvement qui grandit vers une ville écologique, une initiative écologique, là, donc une ville en transition. Là. Donc, il y a tout un mouvement des villes en transition c'est juste un petit germe, mais ça pourrait être un germe pour ce mouvement-là. Moi, pour terminer, j'aimerais remercier Vie et compagnie qui nous ont fait des dons de semences. La ferme Résilience, il y a aussi un collectif de Sainte-Émilie de l'Énergie. Donc, on est vraiment content de tous ces dons-là. Puis, on invite encore à en recevoir là, parce que ça part vite. puis j'aimerais aussi que Louis-Félix parle un peu de la ferme Résilience. Qu'est-ce que vous faites à votre ferme? En quelques mots, oui, je peux mentionner. Il y a quelques volets. Les volets principaux, présentement, sont tenus par ma conjointe. Donc, il y a un volet de zoothérapie. Donc, on sert des animaux de ferme en collaboration avec eux plutôt pour aider les jeunes qui ont différentes problématiques. Ça peut être des jeunes et moins jeunes, surtout des jeunes présentement. Donc, les accompagner, les faire cheminer. Avec des techniques de zoothérapie. Ma conjointe est technicienne en éducation spécialisée, d'aller chercher une formation en zoothérapie supplémentaire. Donc, avec des poneys, des poules, des lapins, des chiens, des chats, aller permettre un petit peu à la ferme d'aller donner à l'humain comme ça. Donc, il y a aussi une mission pédagogique, donc en collaboration avec la municipalité Sainte-Mélanie. Aussi, dernièrement, il y a eu des lectures nature qui ont été faites avec le CRED aussi. Donc, c'est vraiment en partenariat avec des bons partenaires comme ça, de réussir à créer des événements où, par exemple, les jeunes en contact avec la nature vont pouvoir se familiariser avec les lectures et avec la nature. Donc, c'est combiner un peu tout ça pour ajouter la dimension pédagogique, justement. Puis sinon, on a aussi production de semences artisanales et puis vente de légumes pour l'instant. Donc, ça, c'est en démarrage aussi. Mais c'est quelque chose qu'on démarre depuis cette année, un petit peu plus, puis on espère faire grandir dans les prochaines années. C'est une idée que j'ai eue je dirais en début d'année 2021, mais ça trottait un petit peu aussi en 2020. Okay. J'avais l'intention de vraiment partir une bibliothèque pour que le jardinage devienne une habitude et aussi que ça soit qu'on fasse la promotion du jardinage étant donné la pandémie et tout ça. Oui. Donc, je voulais faire en sorte là, que la bibliothèque aussi soit plus en lien avec la communauté, en lien avec le jardinage, l'agriculture.
on avait fait en 2020 une exposition, le défi Fleury, donc je trouvais que c'était une belle suite aussi. Donc, j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là. J'ai lancé aussi un appel dans les réseaux sociaux pour que tous les passionnés de jardinage là, puissent faire des dons ou contribuer là, à l'inventaire de départ de la bibliothèque de semences. Et ayant eu beaucoup de réponses et de retours, bien là, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté, il faut vraiment partir une bibliothèque de semences, ça va trop bien. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Et à ce moment-là, Louis-Félix Tessier de la ferme Résilience a répondu également à l'appel. Donc, peut-être nous expliquer, Louis-Félix, qu'est-ce qui t'a interpellé? Ben oui, tout à fait, c'est ça. Ben, déjà, avec la mission un peu de notre ferme, il y a un aspect pédagogique et communautaire. Puis, l'idée de la bibliothèque de semences, c'est justement de partager les semences à ceux, soit qui n'ont pas les moyens de s'en offrir, soit à ceux qui voudraient avoir plus d'autonomie, soit à ceux qui voudraient avoir un meilleur réseau, de meilleurs liens entre les gens de la communauté. Donc, quand j'ai vu l'appel de Justine, justement, j'ai sauté sur l'occasion, c'était une idée qui me tombait dans la tête aussi. Et puis, le principe, rapidement, comme tu demandais, au départ, c'est vraiment au début de la saison, par exemple, les gens peuvent venir emprunter des semences, donc chercher des semences qui sont disponibles dans le rack en arrière, qu'on voit derrière Justine, par exemple. Okay. Et puis, on emprunte des semences, on prend des semences gratuitement, et puis on fait pousser les légumes dans notre jardin, par exemple des tomates, puis à la fin de la saison, on récolte les semences de tomates, puis on les rapporte à la bibliothèque, c'est un peu le retour de l'après, si on peut. Ouais. Puis, on redonne au prochain, on redonne au suivant la possibilité de cultiver des semences à son tour. Donc, quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, c'est au niveau des valeurs, c'est comme communauté, on s'affranchit un petit peu de la chaîne d'approvisionnement mondiale qu'on trouvait des fois dans des grandes corporations de l'agrochimique, des OGM, des semences hybrides, pour développer une résilience locale au niveau de la communauté. Donc, c'est vraiment ces valeurs-là qui sont au cœur du projet, selon moi. C'est ce qui me pousse à participer à ce projet-là. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la capsule Astrologie du lundi. Donc, aujourd'hui, on va débuter avec le signe du Bélier, comme à notre habitude. Donc, attention à la Lune en opposition en début de semaine qui risque de vous rendre plus facilement irritable. La patience sera votre meilleur allié. Et dans le cadre professionnel, le jeudi 29 avril et le vendredi 30 s'annoncent prometteurs pour vous. Profitez-en pour canaliser votre esprit vif et ambitieux. Attention cependant au samedi 1er mai et dimanche le 2 mai, car une dispute risque de surgir entre vous et un de vos proches, notamment avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour les signes du Taureau, votre signe astrologique est prévu d'être le plus chanceux de la semaine. Vous pourrez compter non seulement sur la conjonction d'une Vénus, mais aussi sur celle de Mercure, ce qui vous accordera beaucoup de chance, et ce surtout au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Vous connaîtrez des journées particulièrement romantiques le samedi 1er mai et le dimanche 2 grâce à une belle lune qui vous portera chance. Quelques doutes risquent de vous attrister le mardi 27 avril et le mercredi 28, mais votre signe de terre pourra rapidement retrouver sa paix et sa joie, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Pour le signe du Gémeaux, des petites déceptions sont prévues pour le jeudi 29 avril et le vendredi 30 à cause d'une lune en opposition. Afin d'apaiser les tensions avec votre entourage, il est important de vous rendre à l'écoute. En revanche, vous pourrez profiter d'une lune favorable ce lundi 26 avril. Grâce à son soutien, l'amour vous mettra en joie et pour les célibataires, une belle rencontre n'est pas à exclure pour votre signe. Pour les signes du Cancer, les planètes s'apprêtent à vous gâter cette semaine, une belle énergie et de nouvelles opportunités vous attendent. La planète Mars, en conjonction avec votre signe, vous donnera un véritable coup de boost. Donc, la planète de la guerre, de l'action, vous vous sentirez en beauté, en confiance et libre. Dans le domaine professionnel, Mercure agira en votre faveur. Des rencontres enrichissantes sont prévues. Grâce au soutien de la planète Vénus, les amours seront joyeux
Il y a seulement la lune nerveuse à craindre le premier week-end de mai, ce qui risque de freiner un peu votre bel élan. Pour les lions, vous aurez quelques obstacles à surmonter cette semaine lorsque Vénus et Mercure vous seront tous deux en position défavorable. Pour le lion en couple, des malentendus risquent de surgir avec votre partenaire, surtout le mardi 27 avril et le mercredi 28 qui s'annoncent plutôt nerveux. Le lion célibataire aura du mal à gérer la solitude et dans le cadre de son travail, la pression sera difficile à supporter. N'ayez pas d'inquiétude car votre signe est fort et confiant, vous vous en sortirez avec brio. Pour le signe du Vierge, sous l'impulsion des planètes Vénus et Mercure qui sont prêtes à agir en votre faveur, vous pourrez recevoir de très bonnes nouvelles entre le mardi 27 avril et le mercredi 28. En revanche, les 2 derniers jours d'avril s'annoncent plus difficiles à cause d'une lune en position défavorable qui risque de vous empêcher d'avancer. Patience, vous retrouverez vite votre élan. Pour le signe du Balance, votre semaine démarre en beauté grâce à une belle lune en conjonction avec votre signe, prête à vous accorder de la chance dans vos projets personnels. En revanche, avec Mars dans une position défavorable pour votre signe, la fatigue et la déprime s'intensifient cette semaine. Une belle surprise est prévue pour le jeudi 29 avril et le vendredi 30. Ne cédez pas à la panique le samedi 1er mai et dimanche 2 qui annoncent des journées plutôt nerveuses. Pour le signe du Scorpion, l'opposition de Vénus et de Mercure cette semaine ne facilitera pas les choses pour votre signe. Dans le cadre professionnel, vous n'aurez pas souvent confiance en vous et dans le domaine personnel, quelques frustrations ainsi qu'un manque d'harmonie sont prévus. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, faites-le le mardi 27 avril ou le mercredi 28, car vous aurez une belle lune en conjonction à vos côtés. Pour le signe du Sagittaire, vous pourrez compter sur 2 journées chanceuses pour finir le mois d'avril en beauté, le 29 et le 30, grâce à une belle lune en conjonction avec votre signe de feu. Mettez-vous en avant et oubliez vos doutes car votre ambition et passion vous permettront peut-être d'obtenir une promotion au travail. Un splendide Jupiter, l'astre des miracles, est en position favorable et ne fera que contribuer à votre succès cette semaine. En revanche, côté cœur, vous aurez des difficultés à vaincre l'ennui. Pour le signe du Capricorne, grâce à Vénus et à Mercure, votre horizon s'élargit en amour et au travail cette semaine. Côté cœur, des échanges épanouissants sont prévus pour votre signe et dans le cadre professionnel, un nouveau champ d'activité pourra s'affirmer. Cependant, vous devrez faire place à la planète Mars qui incarne la force. La fatigue et le stress seront susceptibles de vous guetter. Mettez-vous en avant tous les jours, mais surtout le samedi 1er mai et dimanche 2 car une splendide lune sera en conjonction avec votre signe. Pour le signe du Verseau, une révolution personnelle est prévue pour votre signe d'air cette semaine. Vous allez vous remettre en question, ce qui risque de faire surgir quelques incertitudes, mais au final, cela vous permettra aussi de reprendre confiance en vous-même. Faites attention à ne pas réagir sous le coup de vos émotions le mardi 27 avril et le mercredi 28 afin d'éviter les malentendus avec votre famille ou votre partenaire. Pour le signe du Poisson, bien que le Taureau soit la star du zodiaque cette semaine, votre signe sera toutefois le plus chanceux. 3 planètes s'allieront pour vous soutenir en cette dernière semaine d'avril. Vous pourrez compter sur Vénus, Mars et Mercure pour vous donner des coups de boost. Avec l'aide de la planète de l'amour, Vénus, vous verrez la vie en rose, notamment le samedi 1er mai et le dimanche 2 grâce à une belle énergie romantique de la Lune. L'influence des planètes Mars et Mercure vous donneront la force de vous exprimer, donc des belles surprises vous attendent et ce, surtout dans le domaine professionnel, le mardi 27 avril et le mercredi 28. Donc c'est tout pour les signes astrologiques de cette semaine, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles prédictions. D'ici là, portez-vous bien. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous!